Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette masterclass Accompagner la transformation en s'appuyant sur la réglementation. Je salue votre courage d'être venu à 10 h ce matin pour un sujet réglementaire, mais vous allez voir, ça va être fun. Donc, aujourd'hui, on va parler réglementation. Avant ça, je vais me présenter. Je suis Ikram El Alami, je suis responsable des opérations de Pulse France. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pulse, c'est une structure de sensibilisation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat à impact. Et c'est aussi une association qui fait partie du groupe SOS. Donc aujourd'hui, on va parler de comment la réglementation peut influencer l'innovation et la transformation au sein des entreprises. Bien qu'elle soit perçue par certains, certaines comme une contrainte, elle peut aussi être un levier pour innover et pour se transformer en interne vers des sujets plus inclusifs, plus durables et une économie plus sociale. Donc pour décortiquer l'ensemble de ces questions, je vais donner la parole à mes 4 invités, si ça veut bien passer. Et non, ça ne marche pas. Voilà. Quand ça passe d'un coup. J'espère que ça va plus bouger. Bon, vous les voyez, ils sont devant vous. Désolée. Bettina Grabmaier, vous êtes directrice du pôle méthodologie et recherche chez EcoVadis. EcoVadis qui est une agence de rating et un fournisseur de data ESG. Bienvenue, merci d'être là. Justine Laurent, vous êtes directrice générale du Circulab, qui est une agence de stratégie et un studio de design spécialisé en économie circulaire et régénérative. Bienvenue. Timothée Kellar, vous êtes le cofondateur d'EcoDev, une agence de conseil et stratégie climat. Bienvenue à vous. Et enfin, Franck Carnero, vous êtes directeur mission et impact à la Maïf, assureur militant, entreprise mutualiste et société à mission. Bienvenue à tous les 4. On va commencer par essayer de décrypter comment intégrer la réglementation plutôt comme une contrainte ou plutôt comme une opportunité pour innover. On va commencer par vous, Bettina. Votre rôle est de décrypter la réglementation supply chain pour accompagner vos clients dans la mise en œuvre opérationnelle et pratique. Mais vous disiez que la frontière entre conformité et impact positif devient de plus en plus floue. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merci et bonjour à tous, ravie d'être là. Donc peut-être un peu de contexte sur EcoVadis pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc effectivement, on est une agence de rating ESG et fournisseur de données ESG. Notre spécialité, c'est les supply chains. Donc on travaille beaucoup avec des donneurs d'ordre pour les aider à comprendre et identifier les risques ESG dans leur chaîne d'approvisionnement et évaluer la performance et les pratiques des fournisseurs et surtout pour les aider à s'améliorer. Donc effectivement, dans ce contexte-là, pour nous, c'est essentiel de bien comprendre les réglementations en matière de supply chain. Surtout au niveau européen, récemment, dans les dernières années, on a vu une vraie accélération avec des grandes directives. Je pense à la CSRD sur le reporting ESG, la CS3D, beaucoup d'acronymes, sur le devoir de vigilance dans les supply chains, etc. Et en fait, ce cadre européen est de plus en plus ambitieux, si bien que nous-mêmes, on a dû réfléchir un peu à notre positionnement historique. Donc nous aussi, on est société à mission, avec comme objectif d'accompagner les entreprises vers un monde plus durable. Et pendant longtemps, on disait « beyond compliance », donc au-delà de la conformité, avant de se rendre compte que ce cadre européen est quand même très ambitieux et que déjà être en conformité avec ces objectifs-là, on n'avait pas tant de clients qui étaient à ce stade-là. Donc en fait, ce cadre réglementaire, pour nous, on doit le prendre vraiment comme une opportunité, un cadre de réflexion, parce que l'objectif, au final, c'est vraiment de transformer notre économie, transformer des pratiques, que ce soit au niveau de la transparence avec le reporting, une vision très transparente sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit au niveau de la décarbonation, avoir vraiment un plan de transition. Donc voilà, c'est
je pense que opposer conformité et impact, aujourd'hui, ça va plus de soi. Et il faut vraiment voir les réglementations comme un cadre de réflexion pour revoir un peu son positionnement stratégique. Merci Bettina. Je pense que vous allez être d'accord, Justine. Pour vous, la réglementation, c'est avant tout un sujet de coopération, un outil puissant pour faire passer des messages. Est-ce que vos clients le perçoivent de la même manière? Bonjour. Ah. Allô. Ah. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être là. Donc, je m'appelle Justine et effectivement, je vais redonner un petit peu de contexte aussi à l'instar de Bettina. Donc, je dirige une agence de stratégie et de design qui est dédiée à l'économie circulaire avec une approche systémique. Et depuis 2012, on va accompagner des entreprises, des associations, des territoires pour les aider à comprendre ce qu'est l'économie circulaire dans cette approche de nouveau inclusive et holistique, et surtout à l'appliquer et à la concrétiser. Vous imaginez bien qu'en 2012, quand on a débuté et qu'on était une agence de design qui parlait d'économie circulaire, on était un petit peu des ovnis. Et progressivement, les personnes ont commencé à comprendre ce qu'on faisait. Et surtout, les personnes ont commencé à nous contacter de plus en plus pour pouvoir les accompagner dans leurs projets divers et variés. Et ceci est arrivé, entre autres, parce qu'on a beaucoup parlé du sujet, mais aussi parce que les réglementations ont commencé à arriver. Donc la première chose avant la coopération, déjà, c'est que la réglementation vient crédibiliser tout simplement des concepts ou des théories. Il ne faut pas oublier que la réglementation, les lois et tout ce cadre-là, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation d'enjeux sociétaux. La réglementation est rarement avant-gardiste. Quand on arrive à s'aligner sur un enjeu sociétal, par exemple la production de déchets, le fait que ça pose problème, le fait que nous avons manqué sur pas mal de choses, que le climat va mal, etc. La réglementation arrive, donc finalement vient confirmer ces problèmes-là. Donc quand la réglementation commence à arriver, avec la loi AGEC aussi en 2020, etc., l'économie circulaire pour tous les professionnels est devenu un sujet, et surtout l'enjeu de ressources avant l'enjeu de déchets est devenu aussi un enjeu partagé par toutes et par tous. Donc déjà là, vous arrivez à créer un dialogue et à rassembler des personnes parce que la réglementation affirme et confirme que ce que vous dites, c'est pas juste une intuition ou c'est pas juste vous qui avez dit il y a un problème de ressources. Après, la réglementation, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous, dans notre travail, la réglementation va nous aider à engager des acteurs collectivement. Un exemple concret, on mène un travail depuis 2020 avec la ville de Paris sur la sortie du plastique à usage unique, qui est un exemple que je cite souvent, mais qui est selon moi assez révélateur du rôle de la réglementation. La ville de Paris a une ambition qui est de sortir des plastiques à usage unique. On en est loin, comme vous le constatez, mais il y a beaucoup de choses mises en place. Nous, notre rôle avec Circulab, c'est de rassembler tous les acteurs économiques du territoire, que ce soit les hôteliers, les commerçants, les kiosques, les universités, pour les aider à identifier les alternatives et à les déployer. On s'appuie sur la réglementation pour pouvoir parvenir à mobiliser certains de ces acteurs-là. Quand vous leur dites que vous êtes obligés d'arrêter d'utiliser des pailles en plastique ou vous êtes obligé de mettre en place le réemploi lorsque vous avez de la consommation sur place avec plus d'un certain nombre de couverts, et ben là, ils commencent à vous écouter. En revanche, point important, et on y reviendra après, on fait en sorte, à un moment donné, qu'ils comprennent pourquoi on fait ça et que la réglementation ne soit pas la seule raison du passage à l'action. Parce que sinon, ça, c'est contre-productif, j'y reviendrai. Juste pour finir là-dessus, sur cet élan collectif, la réglementation va vraiment, donc là, au niveau de la ville de Paris, c'est finalement, ça crée un cadre commun avec des objectifs. Ça nous donne des priorités. La priorité des emballages alimentaires. La priorité, par exemple, des emballages également pour la boisson, dans certains cas. Déjà, ça nous donne des objectifs communs. Ça, c'est hyper important sur des sujets aussi complexes que l'économie circulaire. La deuxième chose, c'est que ça nous donne également la possibilité, tout simplement, comme je disais, de pouvoir capter l'attention de ces acteurs-là. Et puis ensuite, on y reviendra, d'aller plus loin et de se dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'on va plus loin que la loi, maintenant que vous avez compris à quoi ça pouvait servir et surtout, maintenant que vous avez compris l'enjeu sociétal qu'il y a derrière la réglementation. Merci. Très intéressant de voir que du coup la réglementation peut être aussi un outil, une boussole pour les acteurs qui accompagnent les entreprises à se transformer.
et à crédibiliser en fait les discours, les valeurs qui sont les vôtres. Merci pour ça, Justine. Timothée, la raison d'être d'Ecodev, c'est de réveiller ou éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Est-ce que la réglementation est un bon outil pour ça? La réponse est oui pour moi. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon. La réponse est clairement oui. Et j'ai repris un peu, parce que ça fait 15 ans que j'ai monté ce cabinet, donc on commence à avoir un peu d'historique. Et j'ai repris rapidement, en regardant les réglementations, les vagues qui ont permis à un cabinet comme le nôtre, mais à plein d'autres, de pouvoir légitimer un certain nombre de discours. Et effectivement, j'abonde dans le sens de rendre crédible un certain nombre de faits. Si on prend par exemple sur la biodiversité, vous avez la loi Labbé qui est passée pour interdire les phytosanitaires dans les parcs et jardins. Ça nous paraît une évidence. Quand la loi est passée, c'était pas gagné. Les réglementations, nous on a commencé sur celle du Grenelle, sur le sujet du climat, donc sur le sujet du carbone. Aujourd'hui, ça paraît une évidence de travailler sur l'empreinte carbone, scope 1 à 3, alors que la réglementation était peu ambitieuse avant il y a quelques mois encore. Mais en tout cas, elle a légitimé notre discours. Et là, je pourrais je pourrais en mettre en avant des dizaines. La difficulté, c'est comment on va les prioriser, comment les entreprises finalement ou les employeurs de manière générale arrivent à avoir une grille de lecture pour pouvoir mettre les moyens en face de ces réglementations qui, pour le coup, arrivent souvent a posteriori des enjeux et des problèmes. C'est forcément un consensus, une réglementation. Mais il se trouve que quand vous lisez les réglementations, on se dit, en tout cas vu de ma fenêtre, moi avec le recul que je commence à avoir, je me dis, mais en fait, elles sont souvent très pionnières au regard des actions et des mentalités ou des esprits de beaucoup. Si je prends par exemple la loi Copé-Zimmermann sur la partie égalité homme-femme, ou en tout cas la mixité dans les comités d'administration, bon, ça paraissait une évidence, ça fait quand même plus de 12 ans, bon, c'est pas encore gagné, quoi. Donc effectivement, voilà, il y a toujours ce décalage, et donc en tout cas, ce qui est super intéressant, et là où moi je vois qu'il y a un vrai avantage, c'est que la réglementation rend légitime un discours, puisqu'on peut aller voir des dirigeants pour leur dire mais regardez, cette réglementation vous pousse finalement à vous pencher sur le sujet, vous avez des pénalités. Alors la grosse difficulté, c'est que sur toutes les réglementations environnementales principalement, on est assez peu contraignant. Les sanctions financières sont relativement modestes, voire inexistantes. Pareil sur les sujets climatiques, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup peuvent contourner la réglementation sans forcément craindre grand-chose ou avec des impacts relativement négatifs. Donc voilà, pour répondre à la question, clairement oui. En tout cas, nous, on joue sur ces sujets. Alors qu'au début d'Ecodev, on se disait, on va travailler avec les volontaires, on va travailler avec des gens qui veulent bien faire et qui ne vont pas forcément se cantonner uniquement à la réglementation. C'était une erreur, puisque les premières années d'Ecodev, déjà on prêchait un peu que entre nous en fait, et on n'arrivait pas à avoir des actions extrêmement impactantes. Et surtout, vous vous retrouvez dans une dynamique où vous êtes qu'avec les bons élèves en fait, et les gens qui sont déjà vertueux. Donc en fait, moi, ma raison d'être, au-delà de celle qui est théorique, qui a été établie par les collaborateurs chez nous, c'est vraiment de démocratiser ces notions auprès d'interlocuteurs et auprès de structures qui sont complètement néophytes. Donc en fait, moi, je tendance à dire que la raison d'être d'Ecodev aujourd'hui, c'est plutôt démocratiser et mettre sur les bons rails toutes les entreprises qui sont pas du tout d'ailleurs présentes dans cette salle, mais qui sont plutôt au MEDEF ou à la FEP, ou qui sont dans des mondes d'affaires qu'on essaye de rencontrer et de croiser. Et c'est vrai que c'est là où ça devient pour moi intéressant, parce qu'on n'arrive pas en tant que militant ou scientifique ou extrémiste ou je ne sais quoi, on arrive en tant que consultant, ingénieur ou je ne sais quoi, qui va s'appuyer sur une réglementation en disant regardez monsieur, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que la législation aujourd'hui vous pousse à faire l'inverse de ce que vous êtes en train de faire. Enfin, si je caricature un peu le discours. Et pour finir, quand on nous dit mais les interdictions, les contraintes, on est bourré de réglementations, certes, il y en a beaucoup, l'Europe est très forte et la France est très forte pour en faire beaucoup, difficilement lisibles, je suis assez d'accord. Les traductions, on a des cabinets d'avocats avec qui on travaille et qui ne sont pas d'accord sur la traduction, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, dans une salle comme celle-ci, on a interdit de plein de choses, de fumer par exemple, ou de se croquer, de se manger les uns les autres. Enfin, voilà. Et ça permet de vivre ensemble en fait. Mais quand on va sur la route, ne pas griller un feu rouge, c'est une interdiction, mais c'est aussi la capacité qu'on aura à tous vivre en société. Donc les contraintes, il en faut pour créer, on va dire, un certain nombre de libertés, on va dire, qui normalement ont un consensus plutôt bien commun. Voilà. Merci Timothée. Franck, de votre côté, à la Maïf, vous avez été précurseur sur un certain nombre de chantiers RSE en interne. À titre d'exemple, on pourrait citer le dividende écologique que moi, j'aime particulièrement, mais il y en a plein d'autres. Donc le dividende écologique, vous avez lancé en 2023, qui était une initiative interne et non la réponse à une réglementation.
Comment sont perçues les réglementations liées à la RSE en interne à la Maïf? Bonjour à tous, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Effectivement, peut-être redire quelques mots sur le dividende écologique. C'est une manière de flécher 10% de nos résultats consolidés pour les orienter justement vers des sujets qui correspondent à des enjeux plutôt environnementaux, en l'occurrence, dividende écologique, avec l'idée de soutenir des projets de solutions fondées sur la nature qui permettent à la fois de restaurer de la biodiversité et aussi de répondre à des enjeux de résilience de certains territoires face aux catastrophes naturelles. Et puis un deuxième volet qui consiste à flécher des fonds vers nos clients sociétaires qui ont besoin de rendre leur habitat plus résilient parce qu'ils vivent dans des territoires, on va dire, compliqués, très exposés, et en même temps n'ont pas toujours les moyens économiques de pouvoir rendre leur habitat résilient. Et en fait, cet exemple, il illustre bien, je comprends qu'il vous plaise, Ikram, nous, il nous plaît aussi, forcément, c'est que quand on aborde ces sujets, effectivement, à la Maïf, on est plutôt dans une logique proactive. Je rejoins ce que disait Justine, c'est que finalement, aussi parce qu'on est société à mission, on veut se connecter aux enjeux sociaux et environnementaux qui traversent le monde. Et donc, on vit la réglementation plutôt comme l'aboutissement d'un certain nombre de réflexions qui ont agité les ONG, les responsables politiques, la société en général, mais nous, on peut les capter en avance de phase. Et donc, quand on décide d'affecter 10% de nos résultats à ces sujets-là, c'est parce que, en fait, on a conscience que les entreprises ont un rôle à jouer sur ces sujets. On n'est pas que du côté des problèmes, on est aussi du côté des solutions. Et donc, on se mobilise en avance de phase. Parfois, on arrive à faire écosystème pour influencer les réglementations. Et donc, on vit plutôt la réglementation comme une confirmation des convictions, des intuitions qu'on avait il y a quelques années. De temps en temps, on peut essayer de les influencer pour qu'elles accélèrent, elles soient plus pertinentes. Et puis après, ça fait aussi partie des entrants généraux pour nos réflexions stratégiques en se disant tiens, mais là on voit des choses émerger, peut-être qu'on ne les avait pas complètement attrapées jusqu'à présent, même si on est pionnier. Et puis on va essayer de s'en inspirer pour continuer à innover, puisqu'être société à mission, c'est être dans une démarche d'innovation permanente sur ces sujets environnementaux et sociaux. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de comment on réagit à un contexte réglementaire pour mettre en place des choses et pousser à innover. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des structures qui ont suffisamment de légitimité pour jouer un rôle de lobbyiste auprès des politiques et justement pousser des réglementations pour les faire appliquer derrière et avancer d'un cran sur certains sujets écologiques ou sociaux. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de quel est le bon moment pour lancer un nouveau produit ou service sur la base d'une réglementation. C'est des chantiers qui sont coûteux, qui sont longs, et le contexte réglementaire est en constante évolution, surtout sur le champ de la RSE. Des fois, on peut voir des lois qui viennent contredire des précédentes ou en affiner le champ d'application. Alors, comment savoir quel est le bon moment pour se lancer suite à une loi spécifique qui va venir influencer notre domaine? Bettina, il me semble que vous intervenez en réponse aux demandes des donneurs d'ordre. Qu'est-ce qui va impulser un projet chez vos clients? Quel va être le bon moment pour faire appel à vous? Oui, effectivement, nous, on a vu quand même au fil des années que la réglementation, ça donne une vraie impulsion ou même une accélération. Donc, nous, Ecovadis, ça fait à peu près 17 ans qu'on existe. À l'époque, on n'avait pas du tout de cadre réglementaire qui poussait les entreprises à identifier les risques dans leur supply chain et à engager leurs fournisseurs. Par contre, on avait des standards volontaires, les principes de l'OCDE, des Nations Unies. Donc, on avait quand même beaucoup d'entreprises pionnières à l'époque qui s'étaient déjà emparées du sujet. Mais à partir du moment où c'est devenu une réglementation, on a eu le devoir de vigilance en France, par exemple, ou alors en Allemagne, plus récemment, une loi équivalente. Là, on voit toujours une vraie accélération. Comme on l'a entendu, en fait, ça légitime, ça crédibilise
des pratiques volontaires, bon, ça les rend obligatoires également, et ça permet de sensibiliser en interne aussi, d'avoir les bonnes ressources qui sont allouées à ces programmes, etc. En France, par exemple, on voit, et on le voit depuis de nombreuses années, que la moyenne globale des entreprises, donc nous on évalue les entreprises, donc on a des scores sur 100, et effectivement on voit que les entreprises françaises, elles sont au-dessus de la moyenne mondiale, au-dessus de la moyenne européenne, et je pense que ça s'explique aussi par le fait que depuis longtemps on a un cadre réglementaire quand même assez exigeant au niveau social, au niveau environnemental, et donc ça on la voit cette tendance-là. Après, je pense que quand même aujourd'hui, si on met la réglementation de côté, c'est difficile pour une entreprise de passer à côté, de ne pas avoir de stratégie RSE. C'est demandé par les investisseurs, les clients, les collaborateurs en interne aussi. Donc réglementation ou pas, c'est difficile pour une entreprise d'ignorer ces sujets-là. Ce qu'on voit par contre, c'est que nos clients qui justement avaient anticipé et qui s'étaient emparés du sujet à l'époque où c'était encore dans le registre volontaire, bien sûr, elles sont bien mieux préparées aujourd'hui. Elles ont une vraie expérience sur le sujet. Elles ont eu des années pour s'approprier des outils, collecter des données, peaufiner. Donc pour certaines d'entre elles, ça fait vraiment des années qu'elles sont dans ce type de programme. Et donc forcément, les résultats sont aussi plus positifs. Surtout que ça prend du temps. Quand on regarde les exigences réglementaires en matière de vigilance sur la supply chain, ça passe par une analyse de risque, bien comprendre sa chaîne de valeur, où sont les enjeux. Puis après, il y a toute une série d'actions qu'il faut mettre en place pour les gérer efficacement. Donc, évidemment, pour les entreprises qui auront anticipé, c'est plus facile après d'être conforme aux exigences réglementaires. Merci. Donc, on comprend effectivement que anticiper sur des sujets RSE, c'est toujours une bonne chose, puisqu'après, on a tout à gagner sur du temps de mise en conformité, convaincre en interne, etc. Justine, vous invitez à considérer l'impact comme un moyen et pas comme une fin en soi. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours le bon moment de lancer un chantier RSE ? Excellente question. Peut-être un point, j'ai un gros problème, c'est que les réponses me viennent après. Donc là, j'ai des bouts de réponse à la première question, donc je vais juste compléter. Donc rassurez-vous, on finira à l'heure. Juste 2 points qu'on n'a pas abordés. C'est le sujet des fonds quand même alloués. Enfin, quand on a une réglementation, on a des sous. Voilà. Et donc pour revenir à la première question sur la dynamique collective, le groupe et autres, ce qui nous aide évidemment, et pour revenir à ces sujets de réemploi, de sortie du plastique, et j'en passe, c'est qu'on sait qu'à un moment, on va pouvoir soit aller chercher des fonds, soit en tout cas utiliser cet argument pour convaincre, pour engager et surtout pour concrétiser, parce qu'il s'agit à un moment aussi de concrétiser les projets. Et la deuxième chose, c'est aussi que là, on parle de l'application des lois et comment on s'en sert, mais il y a aussi leur écriture. Donc, ça peut devenir aussi un prétexte pour engager les acteurs. On a travaillé avec une entité des Nations Unies en Amérique latine il y a quelques années pour concevoir les feuilles de route économie circulaire de plusieurs pays en vue donc, de construire le cadre réglementaire adapté au déploiement de l'économie circulaire. Et donc en fait, ce contexte-là nous a permis de rassembler et d'engager. Bref, ça c'était en écho à la première question. La deuxième question, donc l'impact, effectivement plutôt un moyen plus que comme une fin, au même titre que l'économie circulaire, hein, on le rappelle, c'est vraiment un moyen et pas une fin pour répondre à ces enjeux sociétaux de préservation des ressources, de résilience, etc. Ensuite, peut-être un point, la RSE. Alors nous, on parle très peu de RSE, parce que depuis le départ, depuis donc 2012, pour nous, il faut que ces enjeux et que l'impact, ça fasse partie, je ne dis pas forcément de l'ADN, mais en tout cas de la stratégie. Et ça, on le reverra après, mais avec l'évolution aussi sur la CSRD, etc., c'est d'aller plus loin que la RSE comme à côté du reste du business. Donc déjà, sans reformuler forcément la question, je n'associe pas forcément la notion d'impact à la notion de RSE. Ensuite, le bon moment, disons qu'il y a beaucoup de...
Dans notre expérience, on va dire qu'il y a 3 typologies d'entreprises qu'on rencontre en termes d'action face à la réglementation. On va avoir les conformistes, on en a déjà un petit peu parlé, qui vont venir pour... Donc là, c'est plutôt, il y a la réglementation, et ils ne seront jamais en avance de phase, et il faut l'appliquer. Nous, ils nous appellent peu, mais quand ils nous appellent, on fait en sorte de les transformer en proactifs. S'ils restent conformistes, on va avoir du mal, parce que souvent, on a besoin et envie d'aller plus loin. Ensuite, on va avoir plutôt les proactifs, ou les proactifs, c'est-à-dire les personnes qui peut-être partent d'un enjeu réglementaire, mais qui veulent aller plus loin, qui veulent... l'exemple qu'on avait et qu'on a avec la Maïf. Et ensuite, on va avoir les leaders, les change leaders, ceux qui participent au plaidoyer, au changement de la réglementation. Ça, c'est aussi hyper important, tu l'as mentionné rapidement. Il y a Gobi, que vous connaissez peut-être, qui intervient aujourd'hui, qui participe au plaidoyer sur tout ce qui va être accès à l'eau potable, réduction des déchets plastiques, etc. Donc il y a ces 3-là, et selon là où vous vous situez, finalement, l'outil réglementaire va intervenir différemment et à des étapes différentes. Voilà. Après, peut-être un point important, c'est selon nous, toujours sur cette notion de temporalité, se servir de la réglementation comme une raison pour agir n'est pas bien, avec l'exemple aussi des projets qui se lancent et des différentes startups qui s'appuient sur une réglementation pour se lancer, et en partant du principe aussi que tout le monde l'appliquera. Donc ça, c'est ce que tu évoquais. Pour vous donner un contre-exemple, on a travaillé sur la mise en place du réemploi dans un lieu de mobilité, avec énormément de restaurants différents, en partant du principe qu'ils auraient envie, enfin plus qu'envie, ils appliqueront la loi. Aujourd'hui, la loi impose que quand vous avez plus de 20 places assises, vous soyez obligé de mettre des contenants réemploi. C'est vous dire qu'il y en a qui ont enlevé des chaises pour en avoir moins et du coup ne pas avoir à appliquer la loi. Donc partir du principe qu'à partir d'une loi, tout le monde va l'appliquer, donc on peut lancer un business, c'est pas quelque chose que je recommanderais. En revanche, pour y revenir, c'est valider l'enjeu sociétal, valider le besoin évidemment d'un point de vue marché, et puis ensuite s'il y a une réglementation, disons que c'est une contrainte en moins, ou alors c'est une opportunité supplémentaire. Voilà un petit peu, j'avais d'autres choses à dire, mais ça viendra du coup à la question suivante. Merci Justine. Effectivement, c'est intéressant les 3 catégories de clients que tu citais, et je pense que notre objectif commun à toutes et tous, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de clients proactifs du coup, et comment faire pour que les gens s'engagent naturellement et d'eux-mêmes, et je pense que ça peut faire l'objet d'une autre table ronde. Timothée, le time to market, c'est une notion qui vous parle. Quand vous avez créé Ecodev il y a 15 ans, j'imagine que c'était beaucoup plus compliqué de convaincre des clients, des prospects à se transformer en interne pour être plus impactant. Est-ce qu'avec l'évolution du contexte réglementaire des 10 dernières années, c'est plus simple pour vous ? Oui, clairement. C'est le jour et la nuit. Je prends souvent une image, c'est qu'il y a 15 ans, quand on essayait effectivement de convaincre des dirigeants de travailler sur une stratégie climat ambitieuse, soit on nous disait elle est sympa votre assos ou votre réflexion, soit on avait limite des battes virtuelles où on sentait bien que le seul objectif du rendez-vous, c'était de nous matcher au bon moment pour nous dire en fait votre truc c'est sympa mais c'est pas intéressant. Je caricature bien évidemment. Heureusement on avait des entreprises qui étaient déjà pionnières et qui nous faisaient confiance, mais clairement si on prend des sujets comme celui-ci, aujourd'hui on nous paye pour avoir un accès tapis rouge à une direction, et limite plus on leur tape dessus, plus on leur dit ils sont mauvais, plus ils nous payent cher et plus ils sont contents. Parce qu'ils ont besoin, et la société civile a évolué, ils ont besoin d'entendre la réalité en fait, et quand on nous dit mais quand vous travaillez sur la crainte, la peur, etc., c'est négatif, enfin non, c'est un bon moyen de survie. L'être humain est là depuis 350 000 ans ou plus, enfin bref, et son instinct de survie lui a permis quand même d'être là. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, c'est le jour et la nuit. Après, il ne faut pas se voiler la face. Ça dépend vraiment des catégories de structure. Et là, je ferai une matrice un peu plus importante que 3, mais on peut dire qu'il y a les très grands groupes qui ont des gens, des moyens, qui ont finalement des ressources pour anticiper les réglementations, pour se mettre en conformité. Alors, de manière plus ou moins ambitieuse, mais en tout cas, voilà, ils vont. Il y a les ETI ou les belles PME qui vont être à la limite, c'est-à-dire qu'il faut le faire parce que c'est une obligation, mais en même temps, ils ont peu de moyens. Et là, il faut être très pragmatique, très efficace. Quel est le ROI ? Quel est l'avantage ? Alors, l'alignement, en ce moment, il est génial parce que
bon, alors c'est pas encore hyper ambitieux sur tous les sujets, mais on voit bien que quand une entreprise lève de l'argent, il y a une partie de sa dette qui est indexée à des indicateurs ESG. Donc, enfin, voilà, maintenant c'est rentable de faire appel à un consultant pour lui dire tiens, pour 10, 20, 30, 50 000, 100 000 euros, tu vas m'aider à avoir mon dossier pour que ma dette, et si je sais pas, son indexation de dette c'est 300 ou 500 000 euros, enfin, forcément ils ont un ROI direct à faire appel à des consultants. Donc ça c'est quand même un élément. Et puis la société civile, je pense, gratte un peu plus quand on voit des communications. Il y a une pédagogie aujourd'hui, on voit tout de suite quand vous allez dans une supérette et que vous voyez un produit zéro carbone, enfin, peu sont dupes aujourd'hui. On voit bien que voilà, il y a beaucoup de drague foncier. Mais tout ça pour dire que pour moi, il y a vraiment les grands groupes, il y a les ETI et il y a les TPE, PME qui sont souvent en train de subir aujourd'hui encore. Et c'est très compliqué pour elles aujourd'hui de se mettre au niveau. Et après, il y a celles qui ont des secteurs d'activité plutôt vertueux et d'autres un peu moins. La grande majorité ne sont pas compatibles à l'Accord de Paris. Je ne vais pas faire une révélation là en le disant, mais on voit bien que nous aujourd'hui, en fait, 18% de nos clients ne sont pas compatibles à l'Accord de Paris et ne le seront pas tant qu'elles ne changeront pas leur modèle d'affaires. Et ça, il faut se le dire. Et la réglementation aujourd'hui commence, avec la CSRD, mais on reviendra après, commence à aborder ce sujet. Et donc c'est là où ça devient intéressant parce qu'on ne parle plus uniquement, et le climat est le sujet un peu simple, mais on parle vraiment des limites planétaires et de cette capacité à se dire est-ce qu'en 2040-2050, ce que vous faites aujourd'hui, monsieur ou madame, quel est l'objectif et est-ce qu'il est durable? Et là, on voit bien que... voilà. Et pour répondre à la question, moi je pense que le time to market, en fait, c'est être légitime en amont de la réglementation, évoluer ou faire évoluer la réglementation ou faire du lobby pour pouvoir... on va dire avoir un consensus plus ambitieux. Donc ça, c'est à la portée de tous. Hein. Ça nécessite un peu de temps, un peu d'énergie. Mais voilà, donc il faut être, on va dire, motivé, tenace et puis combatif ou convaincant. Mais en tout cas, un peu en amont, je pense que ça me paraît être essentiel parce que quand on arrive et qu'on dit il y a une réglementation, j'ai sorti mon offre, pour moi, c'est déjà, enfin la messe est dite, c'est déjà trop tard. À part pour certains opportunistes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça rend moins légitime l'accompagnement et moins légitime le produit, si on parle d'un produit en l'occurrence. Merci. Franck, de votre côté, on en parlait tout à l'heure, vous n'attendez pas nécessairement qu'il y ait un contexte réglementaire pour lancer des initiatives comme le dividende écologique. Quel va être du coup le bon moment en interne pour driver toute une équipe autour d'un projet que personne ne vous oblige à lancer, entre guillemets? Alors, notre source d'inspiration, et pour toutes les sociétés, y compris dans la salle, qui sont sociétés à mission, c'est justement la mission, la réflexion qui a permis de poser ce qu'était le cap à long terme, comment on imagine notre valeur ajoutée par rapport à nos parties prenantes, comment on imagine que cette valeur ajoutée va apporter des gages de pérennité dans le temps. Et donc, on crée une relation à nos parties prenantes, que ce soit nos clients sociétaires pour nous, nos acteurs internes, nos partenaires dans la chaîne de valeur, pour imaginer une réponse qui se différencie d'autres acteurs du marché. Donc on va dire que c'est très connecté à la mission, que la mission irrigue le plan stratégique, et finalement ce sont des décisions, pour simplifier, je vais dire multicritères. Est-ce qu'on pense que cette décision-là va être bien comprise par nos parties prenantes, internes, externes? Est-ce que ça peut être ressenti un peu comme une logique d'impulsion sur le marché? C'est pour ça qu'on sort aussi le dividende. Si toutes les boîtes du CAC 40 se mettent à mettre 10% de leurs résultats au profit de la planète, on va résoudre un certain nombre de sujets. Donc voilà, on essaye de provoquer à la fois vis-à-vis de nos parties prenantes internes et externes et vis-à-vis des gens qui nous observent, une réaction, un impact. C'est ça qui nous guide. Et bien évidemment, on a aussi des sujets, on ne peut pas être bon partout, on a beau être une entreprise d'une certaine taille, on ne peut pas être bon partout, il faut faire des choix. Donc on va chercher les choix qui sont les plus impactants. Et après, on a aussi des retours d'informations, y compris par la réglementation, qui nous challenge sur certains aspects. Et là, on se dit, ce sujet-là, peut-être qu'il faut qu'on le remette sur le haut de la pile, parce que là, on sent qu'on n'est peut-être pas complètement au niveau de ce qu'exigerait dans l'absolu notre vision de pionnier, notre ADN. Donc, on se remet au travail pour essayer de continuer à innover. J'aime bien quand vous dites que finalement, les projets engagés que vous portez à la Maïf découlent de la mission qui est la vôtre.
Je parle de ça parce que je pense qu'il y a pas mal d'accompagnateurs dans la salle et on passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs à en devenir, à définir la mission. Et ça leur semble peut-être trop complexe ou c'est jamais le bon moment de le faire. Et en fait, c'est hyper central et ça suit un projet tout du long. Et en découlent plusieurs engagements, les financements, les clients que l'on va choisir, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci pour ça. Pour la troisième et dernière phase de cette masterclass, je vous propose de zoomer sur une réglementation en particulier, qui est celle de la CSRD. Donc, pour rappel, la CSRD, c'est la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. C'est assez récent, puisqu'elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2024, mais on va quand même essayer de recueillir vos témoignages et retours d'expérience là-dessus. Bettina, on garde le même ordre, le même enchaînement. Quel serait votre retour d'expérience là-dessus? Alors, sur la CSRD, donc déjà peut-être pour que tout le monde ait bien les choses en tête, les exigences, déjà, c'est de commencer par une analyse de matérialité. Donc définir, selon le principe de double matérialité, donc qu'est-ce qui est matériel pour mon entreprise d'un point de vue financier et dans quelle mesure est-ce que mon entreprise impacte aussi l'environnement et la société. Définir les impacts, les risques et les opportunités. Une fois que ça a été identifié, ensuite, dans un deuxième temps, il faut, pour chacun de ces impacts, risques et opportunités, bien reporter sur les politiques, les actions, les targets et les métriques mises en place par l'entreprise. En réalité, pour ceux qui se sont penchés sur le sujet, vous savez que c'est assez complexe, c'est beaucoup de textes à interpréter, à analyser. Nous, de notre côté, comme on travaille principalement sur l'aspect supply chain et chaîne de valeur, c'est tout le travail qu'on a fait d'essayer de placer le curseur entre qu'est-ce qui est du nice to have, à savoir, bah oui, pour bien décrire ce que je fais sur ce sujet-là, je pourrais évoquer tel et tel sujet. Mais voilà, ça va me demander beaucoup de ressources. Et quels sont vraiment les éléments must-have, donc essentiels, parce qu'en fait, tout le monde est en train de s'approprier ce texte. Et pour l'instant, on n'a pas encore toutes les réponses. Donc ça, c'est le travail d'accompagnement qu'on fait avec nos clients. D'autre part, nous-mêmes, on prépare notre rapport CSRD. Donc aussi un retour d'expérience là-dessus. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de quel est le bon moment. Nous, chez EcoVadis, on a décidé de reporter 1 an en avance, justement pour se préparer. Donc ça, il faut quand même... il y a des coûts qui viennent avec cette approche. Donc le fait que, par exemple, si on souhaite se faire accompagner avec des prestations de conseil, les consultants apprennent en même temps que nous, ce qui se reflète aussi dans les coûts. Il y a une courbe d'apprentissage pour tout le monde. Et encore une fois, il y a certaines incertitudes. Donc on sait que probablement on va devoir revoir un petit peu. C'est une démarche d'amélioration continue. En même temps, pour nous, ce coût en vaut la peine puisque on voit aussi ça comme une opportunité. Bon, déjà, en tant qu'agence de rating ESG, pour nous, on estime qu'on doit être un peu exemplaire sur le sujet, donc on voulait vraiment s'approprier la démarche. Mais aussi, d'un point de vue très concret, il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même assez conséquente. Et donc, anticiper et commencer un peu en avance, ça permet aussi d'éviter les mauvaises surprises. Par exemple, nous, on s'est rendu compte que le périmètre était plus large que ce qu'on pensait au départ. Ça permet aussi de revoir les process. On parle quand même souvent de collecte de données assez conséquente. Pour certaines entreprises, d'ailleurs, ce sera l'occasion de commencer des nouvelles initiatives. Par exemple, si le bilan carbone n'est pas encore en place, il va falloir le faire. Et donc, voilà, c'était important pour nous de faire ça. Et après, sur la CSRD, je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une opportunité, sachant que chaque fois, quand on parle de réglementation, il y a conformité et conformité. Donc on peut voir ça comme une checklist. Là, j'ai mon reporting, j'ai dit sur chaque sujet ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas, d'ailleurs. Ou alors, j'utilise ça comme opportunité pour me poser certaines questions
notamment sur la CSRD, quand même, on demande beaucoup à l'entreprise d'expliquer quelle est la stratégie. Et donc ça, c'est une invitation, en fait, à se poser la question sur comment on veut évoluer et aller au-delà de juste expliquer ce qu'on fait aujourd'hui et en interne se poser des vraies questions de comment est-ce qu'on veut potentiellement, notamment, faire évoluer le modèle d'affaires. Merci. Justine, est-ce que la CSRD est bien comprise chez vos clients? Est-ce que ça redescend bien au niveau opérationnel? Quels sont les enjeux que vous rencontrez sur le terrain? Alors, je vais répondre dans quelques secondes à ta question. Pour revenir à la question d'avant, il y a juste un point pareil qu'on a peu mentionné. On parle beaucoup de comment se servir de la réglementation en partant du principe qu'il faut créer pour l'impact l'économie circulaire, tous ces sujets-là. Quelle nouvelle loi à créer pour que ce soit possible? Il y a quelque chose dont on parle moins, c'est aussi comme dans tout sujet, tout ça c'est de la stratégie, hein, la stratégie d'entreprise. Quand on lance une boîte, on va s'assurer que le cadre réglementaire est propice pour que notre entreprise fonctionne d'un point de vue purement opérationnel. Et quelque chose dont on parle assez peu sur ces sujets réglementaires, c'est comment est-ce que parfois on va juste faire évoluer des lois en vigueur qui font que le passage à l'action de l'impact de l'économie circulaire n'est pas possible. Exemple, je crois que c'est 2018 où le réseau VRAC et Réemploi a fait tout un travail pour que ça devienne possible de vendre de l'huile d'olive en vrac. Avant ça, vous étiez huilier et vous vendiez de l'huile d'olive, vous ne pouviez pas passer au vrac ou au réemploi. Donc là, on se rend bien compte que c'est pas sortir une nouvelle loi, c'est juste modifier des lois en vigueur qui nous empêchent d'agir et du coup de faire de l'impact, si on le dit comme ça. Au Vietnam, c'est pareil. On travaille avec là-bas une entreprise qui fait des jus, etc. et qui souhaiterait faire du compost à partir de ces déchets organiques. Et ce n'est pas possible parce que c'est tellement réglementé que c'est beaucoup trop contraignant pour qu'ils le fassent. Donc ça, c'est juste un point aussi sur à quel moment se lancer. Comme dans tout business, en fait, au moment où on lance son truc, on va juste s'assurer que la réglementation en vigueur est propice. Et puis ensuite, la réglementation devient un outil supplémentaire nous aidant. Mais ça, c'est quand même un point important. Sur la CSRD, est-ce que ça redescend au niveau opérationnel? La réponse est, en tout cas de nous, notre expérience, pour l'instant, non, parce que on est au tout début, tout simplement. Aussi, donc nous, on intervient moins, vous l'avez compris, sur le rapport en lui-même que sur essayer de concrétiser les résultats et lancer les projets qui peuvent en ressortir, c'est ça qui va nous intéresser. Depuis en 2016, on a lancé toute une méthodologie qui permet d'analyser les risques et opportunités sur une chaîne de valeur de manière qualitative. Là, de nouveau, pour revenir à la première question, ce qui est génial pour nous, c'est que la CSRD vient confirmer que quand on parle de chaîne de valeur, de risques et opportunités, de nouveau, on ne raconte pas n'importe quoi et que ça a un intérêt. Donc là, la CSRD, elle est venue nous confirmer, déjà nous rassurer en disant ça va, on ne raconte pas n'importe quoi. Et deuxièmement, donner de la crédibilité à cette méthodologie qu'on a conçue. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et là où nous, on va travailler, c'est comment est-ce que ces méthodologies-là permettent de faire redescendre à un niveau opérationnel, mais aussi d'aligner les équipes, parce que la CSRD, elle va, engager, concerner une partie, et selon la taille de la structure des salariés et des équipes, mais celles et ceux avec qui on travaille dans les opérations ou au niveau de certains projets ne travaillent pas forcément dessus. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire redescendre ça. Un exemple, une entreprise de l'agroalimentaire, un grand groupe de l'agroalimentaire avec qui on travaille. Le sujet CSRD, il est mené par le groupe. Nous, on travaille avec une entité du groupe qui n'est pas du tout concernée par ce sujet-là. En fait, ils disent que c'est le groupe qui gère. En plus, c'est sur une partie du produit. Donc finalement, on ne peut même pas s'appuyer dessus. Par contre, la CSRD va nous être très utile pour aller, comme tu l'évoquais, Bettina, tout ce texte qui est à compléter, à interpréter, etc. Cette donnée-là, cette information, va repartir de ça et des informations principales pour essayer après de concrétiser, d'en faire quelque chose. Donc nous, la CSRD, c'est plutôt comme ça qu'elle va nous aider. Voilà. Ouais. Merci, c'est intéressant parce qu'on parle depuis le début assez naturellement de réglementations qui vont être des opportunités pour innover durablement et faire de l'impact, mais on oublie qu'il y a des réglementations qui empêchent de faire de l'impact, comme les exemples que tu viens de citer, et c'est important de les faire bouger. On ne veut plus que je parle. C'est que ça permet, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on avait évoqué avant, de faire remonter aussi au niveau des décisionnaires. La CSRD, nous, elle nous aide. Quand on dit CSRD, ils vont nous écouter. Et donc, du coup, on permet ce qu'on fait, c'est de la CSRD. Alors qu'avant, on parlait juste de chaîne de valeur et de risques et opportunités. Maintenant, si on le connecte, il y a certaines personnes au placé qui vont enfin nous écouter. Timothée, est-ce que la CSRD, c'est révolutionnaire ? Donc ça, si, ça monte.
j'ai envie de dire enfin, parce que comme tu viens de le dire, là, ça, on va dire, met en mouvement un certain nombre d'enjeux qu'on connaissait être, on va dire, tous coordonnés, tous connectés les uns aux autres. Mais quand même dans la méthodologie, alors effectivement, la CSRD, on peut revenir dessus, c'est assez compliqué, on attend des clarifications sectorielles, on attend des clarifications pour les PME, on attend un certain nombre d'éléments encore. Là, je discutais avec des Belges hier, eux, c'est cet été que la déclinaison dans leur loi droit vient de sortir. Donc en fait, voilà, ça va être une amélioration continue. La bonne nouvelle, c'est que c'est clairement clarifié ainsi, c'est-à-dire qu'on ne nous dit pas du jour au lendemain, vous êtes en conformité, vous êtes bon ou vous êtes mauvais. On nous dit là clairement, il va avoir 2-3 années, 4-5 années en fonction des interlocuteurs pour monter en compétence sur le sujet. Première chose, c'est de travailler sur le modèle d'affaires. Parce qu'avant même de commencer à dire quels sont mes indicateurs, et puis souvent on dit c'est CSRD, c'est 1200 data points, c'est une usine à gaz, ça fait peur, etc. En fait non, c'est quel est mon modèle d'affaires. Et là, la première bonne nouvelle pour nous, en tout cas, c'est qu'on va poser la question à un dirigeant et on va redéfinir ensemble, voilà, qu'est-ce qui fait vivre votre boîte, quoi. Qu'est-ce qui fait le résultat net, qu'est-ce qui fait l'EBITDA et qu'est-ce qui vous fait vivre en fait, vous et vos actionnaires. Et donc on regarde ça et on regarde ce qui est quelque part compatible avec un monde, on va dire, plus vertueux, durable, et ce qui peut être considéré comme moins toxique ou je ne sais quoi. Donc ça, on clarifie. Donc nous, on accompagne là, une trentaine de belles ETI sur le sujet, donc on se pose ces questions. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Le deuxième point important, c'est d'arriver à faire cette double matérialité, mais en ayant un guide et ou des trames, parce que l'EFRAC, qui est l'association qui a fait tout le travail de structuration de cette directive, vous dit, bah voilà, vous avez des occurrences, vous avez des gravités, vous avez, est-ce que c'est court, moyen, long terme, enfin, en gros, il vous donne une méthode qui permet de traduire cette réglementation en indicateur qui est relativement comparable entre un pays et un autre et une structure ou un autre. Encore une fois, il manque plein de choses, mais au moins on a un cadre méthodologique. Là où avant, sur pas mal de réglementations, on nous disait, faites. Et puis après, la méthode, pour y arriver, c'était des cabinets de conseil ou des consultants qui devaient la définir. Là, il y a quand même un truc qui est hyper costaud. Alors oui, c'est lourd. Après, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens dont c'est le métier, en fait, comme quand vous allez voir un médecin ou autre. Vous n'allez pas lire le Vidal, c'est lui qui va vous faire le travail, quoi. Non, mais donc c'est important parce que cette méthode, elle évite aujourd'hui de comparer des choux et des carottes, et elle évite à ceux qui veulent faire à minima de dénaturer cette réglementation, même si c'est un risque. Qui n'est pas anodin. Peut-être que dans 10 ans, on se dira en fait c'était une usine à gaz, ça a été dénaturé, etc. Donc je ne vais pas dire que c'est gagné. Un autre point qui est important pour la CSRD, à mon sens, c'est qu'on pose les vraies bonnes questions. C'est-à-dire, là, plus de canicules, c'est quoi l'opportunité? Alors les glaciers vont dire génial, je vais vendre plus de glace, mais en même temps, il y aura peut-être moins d'eau. Donc en fait, ça c'est un risque. Et donc on demande à objectiver ce point, le prioriser et surtout avoir un récit long terme. Et on nous demande dans ce reporting 70% de narratif. Donc en fait, quand on nous dit c'est 1200 data points, c'est une usine à gaz, ça va être une galère, parce que c'est en fait les discours frontaux quand vous lisez un article qui simplifie la CSRD, on dit non, c'est 70% de narratif. 70% où on réfléchit ensemble à justement voir quels sont les enjeux sur votre chaîne de valeur à moyen et long terme. Donc ça, c'est déjà différent du reporting des PEF ou de certains reportings historiques. Alors à part les gros cabinets et un certain nombre de grandes entreprises qui noyaient leurs indicateurs qui étaient moyennement bons dans un rapport de 300 pages, là, on est obligé d'avoir un récit qui est assez lisible et assez clair et compréhensible auprès de tous. Il y a 20% de quantitatif et 10% de tableau de bord. Donc en fait, c'est pas tant que ça en termes de travail. Et nous, là, on peut témoigner que les PME ou les ETI qui avaient déjà travaillé sur des sujets comme les DPEF, donc les déclarations de performance extra-financière, ou des indicateurs extra-financiers, ils ont déjà 80% du job fait quasiment, hein. C'est-à-dire que les indicateurs sociaux en France, on les a, et la CSRD va pas faire grand-chose. Par contre, elle va demander d'avoir un récit sur pourquoi votre indicateur sur l'égalité homme-femme, il n'est pas assez bon. Et qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Quels moyens vous mettez en œuvre à horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans, les moyens financiers humains, pour atteindre cet objectif? Ce qui est assez différent de je suis à 35, je dois être à 50 et mon objectif c'est 2030. Et puis souvent quand on dit les moyens, on verra, ça va y arriver tout seul, quoi. Donc là, ça devient intéressant parce que du coup, ces indicateurs, il faut les expliquer, les expliciter, il faut raconter une histoire qui n'est pas simple pour beaucoup de modèles d'affaires, hein, qui est clairement pas simple, mais au moins, on se retrouve face à un mur qui est de dire, là, je vois bien que mon modèle d'affaires, si je reviens à mon début, et puis il y a une notion qui s'appelle le gap analysis, qu'on n'a pas trop abordé, qui est vraiment, je compare entre là où je suis et là où je dois être, entre ma stratégie, si j'en ai une, parce que peu ont une stratégie RSE aboutie, mais en tout cas, si j'ai une stratégie RSE aboutie et mes indicateurs, quel est le décalage entre les deux et comment je comble ce décalage?
Et donc ça, c'est itératif, et tous les ans, on est censé, et on verra si les auditeurs, les CAC, les OTI sont assez compétents et assez contraignants pour mettre finalement des épées Damoclès sur les dirigeants pour que la gouvernance évolue. Mais si on prend la philosophie, clairement, c'est révolutionnaire, et clairement, on peut se dire qu'à horizon 10 ans, l'Europe, si elle reste démocratique et dans cette dynamique, ce qui n'est pas aussi gagné, parce qu'il ne faut pas non plus dire tout est acquis, il faut se battre pour conserver cet acquis, clairement on pourra dire oui, l'Europe peut être fière de son travail parce que c'est censé irriguer en beaucoup d'endroits comme l'Asie, puisque du coup sur la chaîne de valeur, sur beaucoup de ce qu'on a autour de nous est originaire hors Europe. Donc c'est intéressant parce que ça devrait imposer cette notion et au moins se dire les vraies choses. Voilà. Merci Timothée. Je finirai après. Je vais vous passer la parole, Franck. Vous me disiez pendant la préparation que le fait de comprendre une réglementation, de comprendre son utilité, sa finalité, son champ d'application, et même de partager ses valeurs, en facilite finalement la mise en conformité en interne. Est-ce que ça s'applique aussi pour la CSRD ? Alors oui, exactement, parce que comme on a cette posture de pionnier sur la RSE, je partage complètement ce que vient de dire Timothée, c'est-à-dire que le sens profond de la CSRD, on le comprend. On pense que c'est plutôt globalement bien pensé, forcément. Il y a des aspects qui sont un peu plus irritants au quotidien. Il y a des choses qui sont assez techniques, il faut se les infuser. On ne peut pas le nier. C'est pas un long fleuve tranquille, mais néanmoins, le sens, il est évidemment très très important, essentiel. Donc ça permet d'embarquer les équipes. Et il y a un autre aspect que je trouve intéressant quand on est dans une posture de pionnier, c'est qu'on a confiance dans notre capacité à répondre dans le temps, justement au gap analysis, là où il va falloir qu'on progresse. Quand on est habitué, et je pense que c'est l'intérêt aussi d'être société à mission, à être dans des logiques d'innovation continue, de savoir que plan stratégique après plan stratégique, on va décider des nouvelles innovations sur les plans sociaux et environnementaux, on est déjà dans cette dynamique de se brancher à un narratif, à des trajectoires. Sans doute que nous, par exemple, il faut qu'on progresse sur le descriptif de nos trajectoires. Ça fait partie des choses sur lesquelles on a envie de progresser. Mais le sens est clair pour tout le monde. Ça permet aussi de valoriser tout ce qu'on fait, alors peut-être moins pour une entreprise comme la nôtre, mais pour certains responsables RSE, s'il y en a dans la salle, parfois on se dit on fait des choses super, mais on n'a pas d'opportunité de les valoriser. La CSRD va vous aider à les valoriser. La CSRD va vous aider à entrer en contact avec vos dirigeants, vos managers, pour dire il faut qu'on pousse les feux sur tel et tel sujet, et on sera mieux compris probablement qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc pour nous, c'est vraiment une appropriation facilitée du fait qu'on soit engagé durablement. Merci beaucoup à tous les 4 pour vos retours d'expérience. J'espère que ça a été riche de sens pour vous qui nous écoutez. On va prendre le temps pour 1, 2, 3 questions du public max. Si vous en avez, levez la main. Il y a un micro qui va circuler normalement. Ou je donne le mien. On a une question ici. Oui, merci beaucoup pour vos éclairages, Denis de Menton de France Active. On est un réseau de financement, on finance quelques centaines d'entreprises à impact par an, mais aussi quelques milliers de TPE. Donc moi, je me situe du côté de ceux qui subissent, comme l'une d'entre vous a dit. Et c'est plus une interrogation, une interpellation. Comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour toucher ces très très petites entreprises, souvent une personne, 2 personnes, aucun staff, qui sont en bout de chaîne, qui sont parfois d'ailleurs les sous-traitants des gens avec qui vous travaillez, pour démocratiser, comme encore une fois l'une d'entre vous a pu dire les choses. Nous, on est en recherche de ça. On a une capacité à toucher énormément de gens. On est un peu démunis aujourd'hui. On sensibilise, on parle des sujets. On connaît bien l'économie sociale et solidaire. On est capable d'en parler, de faire du lien. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que vous avez des expériences là-dessus ou des réflexions sur ces 95% des entreprises en France ?
Qui veut répondre? Non. Donc ça, c'est effectivement une question très importante. Au final, les plus petites entreprises, ça représente quand même la majorité de notre économie. Il ne faut pas l'oublier. Nous, c'est quelque chose qu'on garde en tête chez EcoVadis, puisque en fait, 80% et dans certaines régions au secteur, même 90% des entreprises qu'on évalue, avec qui on travaille tous les jours, c'est des petites ou même des très petites entreprises. Nous, c'est un effort qu'on fait d'essayer de rendre justement la durabilité, la RSE accessible, que ce soit avec des formations, des programmes d'e-learning. Et après, dans notre évaluation, on essaie aussi de simplifier ou de rendre ça accessible, en gardant bien en tête que ces entreprises n'ont pas les mêmes ressources que les grands groupes. Autre chose qu'on a vu qui marche assez bien, et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est tous les réseaux, que ce soit au niveau du secteur ou des régions, pour mutualiser les ressources, partager les bonnes pratiques, éduquer et mutualiser les connaissances. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à privilégier. Et nous, on a des histoires très intéressantes à ce sujet. Justine, tu voulais compléter? Ouais. Excellente question. Je pense qu'on a le même problème. Hein. Comment engager ces TPE, ces très petites entreprises, PME et autres. Deux exemples peut-être. Pour nous, comment dire, on va essayer... La réglementation ne sera jamais l'objectif ou l'impact ne sera jamais l'objectif. On va rentrer par là et essayer en rentrant par là de toucher, un peu comme l'évoquait Timothée, à qu'est-ce qui est vraiment stratégique pour vous. Enfin, je vais vous donner deux exemples pour illustrer. Une petite entreprise de Saint-Étienne avec qui on a travaillé qui vend des bouteilles d'eau voilà, dans la région, naturellement gazeuses. On est rentré par le déchet, c'est-à-dire ils ont conscience avec les responsabilités élargies du producteur, etc., que c'est un coût pour eux, cette bouteille à usage unique mise sur le marché. L'objectif n'était pas tellement de... l'objectif de base quand ils sont rentrés, c'était comment est-ce que je réduis ce déchet pour faire en sorte que ce soit moins un coût pour moi. Et en fait, assez vite, par ce truc-là, on a réussi à mettre le doigt sur des enjeux opérationnels ou stratégiques, comme le fait que leur modèle économique n'est pas tellement... est assez à risque, parce qu'en fait, ils dépendent intégralement des plasturgistes, que leur modèle économique dépend de la marge qu'ils prennent, etc. Et que ça, à moyen long terme, il y a de grandes chances que ça se casse la figure. Et donc, une fois qu'on a réussi à toucher à ces enjeux de pérennité, et là, on va réussir à travailler avec elles et avec eux pour que ça évolue. Et là, pareil, une entreprise qui, de la région de Montpellier, met des légumes en conserve. Et donc on est rentré ici par des enjeux plutôt impact, biodiversité et autres, avec un prédiagnostic qualitatif assez rapide, et très vite, de nouveau, on est arrivé à des enjeux de résilience opérationnelle, et c'est comme ça qu'on va réussir à travailler avec eux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est les deux exemples que j'ai. Merci. On va passer à la deuxième question pour pouvoir laisser place à la table ronde qui suit. Une dernière question. Merci beaucoup, merci à tous. Amandine de Humans Matter, on accompagne les organisations plutôt sur le volet changement des schémas de pensée et des comportements. Ma question est sur les challenges que vous avez pour faire passer les conformistes en proactifs. Est-ce que vous avez des beaux retours d'expérience? C'est vrai que nous, on est souvent confrontés à des décisionnaires différents, entre ceux qui sont responsables de la collecte de données ou de la rédaction des rapports, à ceux qui transforment le business, qui transforment les comportements. Donc voilà, une question sur quand vous rencontrez ces challenges, comment vous arrivez à les faire basculer et à faire passer les conformistes aux proactifs. Timothée? Il n'y a pas de réponse toute faite. Moi, je pense que la gouvernance est une des clés de la réponse, en fait, pour une simple et bonne raison que quand vous êtes dans des grandes entreprises avec des CA qui ont un turnover déjà défini, des LBO et des investisseurs avec une rentabilité souhaitée et désirée à l'avance, on aura beau faire ce qu'on veut et vouloir convaincre qui on veut, on n'y arrivera pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est en train de changer, puisque du coup, si on se dit demain... la CSRD flèche l'argent vers les plus vertueux, on est en train de voir une évolution sur le sujet.
Par contre, je vois que dans les ETI ou dans des structures plus légères capitalistiques, ou en tout cas avec une gouvernance beaucoup plus peut-être familiale ou historique, on arrive à faire changer, mais uniquement en passant par la case sensibilisation, formation, montée en compétences. Et ça colle un peu à la réponse pour les TPE, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas des programmes de formation, des programmes de pédagogie, des programmes d'accompagnement, alors ça peut être les régions, les CCI, les fédérations, les associations, je ne sais quoi, et nous on essaye, ou les écoles hein, même, mais si on ne les fait pas monter en compétences, on ne fera rien changer. Et les TPE, nous, on en a beaucoup qui viennent à nous en disant notre donneur d'ordre nous impose ça. Quand on discute avec le dirigeant qui voit ça comme une contrainte, qui est en train de courir après son chiffre d'affaires pour faire le salaire de ses collaborateurs à la fin du mois, on n'y arrivera pas, quoi. Et là, il faut se dire, je pense que tant qu'il n'y a pas une réglementation avec une fiscalité nationale qui prend en compte ce genre de considération pour les TPE, on n'y arrivera pas de manière simple, et il faudra accepter qu'il y ait de la casse en fait, c'est un peu dur, mais il y a ceux qui vont être capables d'anticiper et de monter en compétences, et ceux qui ne vont pas l'être, et ils vont droit dans le mur. Et donc je pense que déjà d'avoir ce discours et de le dire, c'est un docteur en psychologie qui m'a fait déculpabiliser en me le disant, c'est que déjà c'est une partie du problème résolue. Parce que si on se dit c'est facile, c'est simple, on va y arriver, etc., sans se dire où est la difficulté et ce qu'on ne peut pas faire, bah on a déjà moins de chances de y arriver. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais nous en tout cas, le discours de vérité, il est essentiel, et en fonction des dirigeants, il y a un cynisme aujourd'hui qui se voit, parce que plus personne n'est dupe dans notre société aujourd'hui, alors qu'avant c'était quand même assez confidentiel. Moi j'ai des dirigeants qui me disent, mais vous savez, dans 5 ans je ne serai plus là en fait. Donc je vais signer la charte, je vais signer ça, mais en fait dans les faits, dans 5 ans je ne serai plus là, donc je vais faire ce que je peux, mais on n'y arrivera pas, quoi. On le sait d'avance. Des fois on se dit c'est cynique et c'est triste, ouais je suis d'accord, mais au moins on se le dit et on sait, comme ça on peut tracer sa route ou pas et aller voir d'autres personnes, et voilà, c'est peut-être pas très ambitieux à des moments, mais au moins c'est une vraie capacité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois il y a peu de dirigeants aujourd'hui qui osent dire ça, alors qu'avant c'était assez monnaie courante quand même, hein. Merci beaucoup. Avant de passer la salle à la prochaine table ronde, j'en profite peut-être pour vous parler de l'Impact Lab Academy si vous êtes structure d'accompagnement. L'Impact Lab Academy, c'est la première communauté apprenante qui forme les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat à l'impact social et environnemental. Il y a déjà 2 promotions qui ont eu lieu cette année et l'année dernière. C'est une coalition qui est montée par les pionniers de l'impact, et la slide ne veut pas passer. Voilà, j'ai un QR code aussi si vous voulez en savoir plus. Donc on est 4-5 structures de l'accompagnement impact qui formons les structures qui veulent faire partie de ce mouvement et rendre l'accompagnement dans l'entrepreneuriat à impact la nouvelle norme. J'en profite pour remercier mes invités. Merci beaucoup. J'espère que vous avez profité de cette table ronde et que vous avez appris des choses. On peut vous applaudir. Et laisser place à la prochaine table ronde du coup. Bonne journée. Profitez bien.